Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air où on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André, l'autre hôte. Et aujourd'hui, on a une troisième personne qui se rajoute à l'équipe. Salut tout le monde! Robin Collard, que vous connaissez, qui est venu avec nous dans certains autres épisodes, dont hors-série numéro 1 et numéro 4. Les épisodes Physio-Rando. Exactement, les épisodes Physio-Rando. Je sais pas si on l'avait raconté, pourquoi on l'avait invité la première fois. Peut-être, mais on pourrait parler de ça aujourd'hui. Robin avait fait un post sur sa page comme quoi il prenait une semaine de congé pour terminer ses 46 montants. Ouais. Puis nous, on était très nouveaux dans ce temps-là, dans le hiking. Puis dans le podcast game. Dans le podcast game, oui. Puis on était, en plus, non, on était nouveaux dans les réseaux sociaux de hiking, pas dans le hiking en tant que tel. Puis là, on était comme, wow, cet homme va faire les 46 en une semaine. Fait que là, nous, on capotait. Là, moi, je disais, Dave, on devrait inviter quelqu'un. On l'invite, on fait des entrevues. Là, on l'invite, tout ça. On commence à y parler. Puis il nous dit, non, moi, je fais juste genre finir mes 46. Genre, j'en fais comme 4, 5. Là, on était comme... OK. Ah ouais, j'ai trouvé ça bien drôle. Finalement, on l'a invité quand même, puis c'est une belle amitié, c'est en est suivi. Mais au début, on était comme, ben là, moi aussi, je suis capable de faire ça. 4 montagnes dans le pire, c'est que t'avais édité ton post après ça. Et parce que tout le monde dans les commentaires était comme, wow, 46 en une semaine. Puis t'étais comme, non, finalement, je fais juste ça avec 5. Puis finalement, t'es même pas fini cette mais semaine. C'était clair. C'est juste que le monde comprenait pas. Il prenait pas le temps de lire, en fait. Comme bien du monde font souvent sur les médias sociaux. Ouais. Bon, c'est correct. Fait que, moi, j'écoute jamais. Ça a commencé dans un quiproquo, hein? Mais ça se continue en 2019. Exact. Donc, on est à l'épisode 35. Ouais. Bienvenue tout le monde. On voulait dire aussi, souhaiter une merveilleuse année 2020, comme la vision en moi puis Flamand, mais pas celle de Robin. Hein? Cette année, on a eu 13 000 listens en 2019, ce qui nous a amené un total de 25 000 downloads/écoutes. Puis on voulait juste dire un gros merci à tout le monde pour ça. C'est vraiment cool. Merci maman. Puis, merci maman. Merci, au moins, on a mis combien ta mère là-dedans? Au moins 400. Fait que, genre, sérieusement, merci à tout le monde puis qui nous encourage puis qui nous aide à continuer dans cette voie-là. On est vraiment très reconnaissants puis c'est vraiment cool. Par le fameux, on va embarquer avec la revue. Cool. Donc, cette semaine, on a des nouveaux patrons. Les patrons qui sont les personnes qui contribuent dans Patreon. Donc, on a Charles Dagenet et Danny Boivin, les patrons de Sortez de dehors. Ouais. Donc, je vous invite les gars à mettre ça dans votre bio Tinder parce que c'est sûr que ça va pogner, ça. Mais en tout cas, moi, je le mettrais, là, mais je dirais pas quoi faire. C'est des sorteurs de dehors basic? Non. Surtout que tu pledges avec nous autres, tu deviens un sorteur de dehors. Il n'y a plus de niveau. En fait, c'est sortir de dehors basic, sortir de dehors qui se respecte. Vous avez vu? Fait que c'est ça les nouveaux tiers. Fait que maintenant, vous pouvez vous appeler des sorteurs de dehors. Sinon, il y a quelqu'un qui va se faire mettre un copyright d'en face si quelqu'un essaie de faire ça. Puis dans le fond, là, les gens peuvent me donner $1 ou 2 par mois ou 5. 5, peuvent-tu? Ben, pas pour l'instant, mais maintenant tu l'as dit, je vais aller le mettre sur le site tantôt. D'un coup, quelqu'un serait motivé. Faites attention, c'est US, par exemple. Ouais. Il sert à quoi cet argent-là? Ça sert à payer nos frais qu'on a des podcasts, dans le fond. Mais en fait, c'est encore drôle parce que pour l'instant, ça sert à rien. Parce que ça prend un minimum pour retirer, je pense. Ouais. 25$. Bon, ben je pense qu'on devrait... on est à 28$, fait qu'on va avoir un peu plus qu'un mois gratuit d'hébergement web. Mm-hmm. Fait que ça, c'est pas pire, ça. Donc, let's go. Allez-y. Patreon vous attend. Exactement. Voilà. Patreon.com/de dehors. Donc là, on va aller avec la chronique du perdu. La chronique du perdu. Là, je sais que David, lui, il aime pas Zion. Parce que toutes les fois que j'ai raconté mon voyage là-bas, puis je suis comme, c'est beau, puis je fais exprès. Je pense qu'une fois par mois, j'ai des photos de Zion. C'est tellement beau. Ouais. C'est beau à ce qui paraît. Je vais vous parler d'un groupe de hikers qui ont une attitude comparable à la mienne. C'est vrai, t'as déjà eu cette attitude-là. Oui, je vais continuer l'histoire. Ça a mieux fini. Oui. En fait, dans le parc national de Zion, il y a une randonnée qui s'appelle The Subway. Donc, le métro. C'est pas comme le resto, genre. Ça sent toujours la même affaire quand tu rentres dans ce tunnel-là. Ça sent l'origan puis le parmesan. Ça sent le Subway quand tu fais ce rando-là. Donc, il y a un gars à la fin qui est genre, voulez-vous des biscuits ou des chips? Liqueur Fontaine. Donc, il y avait un groupe de hikers qui voulaient aller faire cette randonnée-là. Puis, ils ont croisé un ranger, comme juste au trailhead. Puis, le ranger disait, hey, les gars,
je dis que c'est des gars, là, c'est pas dit dans l'histoire c'était quoi leur sexe, mais j'assume que c'est des gars. Il leur a dit, hey les gars, ça vous prendrait peut-être un peu plus d'équipement pour faire cette randonnée-là, parce qu'à un certain point, il y a comme une descente de 30 pieds que tu dois faire, puis les gens qui font la randonnée apportent cordes et harnais pour faire du rappel en descendant. Donc, ça prend un peu des casques aussi là, pour la sécurité. Ça prend de l'équipement de mountaineering. T'sais. Toi, tu ferais de ça, Robin? Ouais. Il n'y a pas de glace. Donc, c'est ça. Le ranger leur recommande ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que les joyeux lurons avaient des drôles de souliers. Ils n'étaient pas équipés du tout. Ils se sont présentés. Puis là, quand ils sont arrivés au cliff, ils se sont dit, au lieu de descendre, on va sauter de l'autre côté. Il y avait à peu près 7 pieds. C'était un saut de 7 pieds qu'il fallait faire pour passer d'un côté à l'autre de la faille. Donc, ils se sont essayés, ils ont sauté, puis il y en a un qui s'est pété le genou, rendu de l'autre côté. Donc... Attends, il faut que tu sautes la crevasse, parce que sinon, tu descends en bas de la crevasse, tu marches, puis après ça, tu remontes la crevasse? Il essaie comme de sauter d'un côté pour descendre un peu, là. Comme tu dis, faire comme un ninja, genre, ouais, en descendant. 7 pieds de distance. Ouais, c'est ça. Fait qu'il descend, il voulait descendre comme ça. 7 pieds, c'est quand même... C'est 2 mètres, là. Je sais, puis c'est pour ça que ça lui a coûté un genou. Un bon plan de jambon. Des bons jackass, là. Ouais, exactement, des vrais perdus champions. Ben, en fait, pas des vrais champions. Donc, Perdus. En fait, avec ça, leurs mauvais souliers, leurs blessures, ils ont dû être secourus par hélicoptère le lendemain. Ils ont passé la nuit dans l'espèce de trou parce qu'ils pouvaient plus bouger. Ils ont passé la nuit au Subway. Ouais, la nuit au Subway, exactement. Comme des gens douteux à Montréal. Ça closait à 10 heures, ça, le Subway. Il doit faire froid dans le fond d'un canyon à Zion la nuit. Oui, mais surtout dans le jour, c'est très chaud. Ça fait comme un puits de chaleur. Quand ils ont été secourus, oui, ils étaient blessés, mais ils ont eu un coup de chaleur chacun, donc ils étaient un peu perdus, déshydratés. Donc voilà. Quand on voit un ranger qui donne des conseils, il faut pas les ignorer. C'est vrai. Donc l'anecdote, en fait, c'était dans les Adirondacks. Ouais. Puis je me rappelle plus, c'était pourquoi ils nous voulait aller ça. faire Street Pinaille. Exactement. On m'a demandé, la rivière est-tu correcte? Il nous avait pas vraiment répondu. Il nous avait dit... il grognait un peu. Il grognait, il était comme pas content. Puis là, on voulu parler de la trappe d'Ike parce qu'on s'intéresse à ça. Puis on voulait juste avoir de l'information. Puis là, il nous a juste regardé de haut et genre, tu sais pas comment faire ça, toi. Fait que là, on a fait, bon, OK. Fait qu'on est juste parti. Puis on lui a dit, un jour, on va en faire, puis on va revenir te le dire. Puis là, il m'a dit, ne fais pas des promesses que tu peux pas tenir. Ouais. Puis là, ça avait comme fini mal. Puis là, je me sentais mal. Puis je me suis dit, c'est clair que si, tu sais, comme un papa qui te dit, fais pas ça, puis tu te plantes, puis qui après ça va te dire, je te l'avais dit, tu sais. Fait que c'est ça. En tout cas, il peut pas nous le dire encore. On n'est pas rendu là. On est encore vivant. Ouais. Ça, je peux le prouver, là. Je suis encore vivant. On n'est pas des perdus encore. Donc, voilà. Puis, on va jumper. On va aller, comme nos amis, en hélicoptère jusqu'à la chronique Perdu champion. Ça, c'est l'opposé. On veut souligner quelqu'un qui a du succès, qui a une bonne attitude, qui a fait un bon move, qui a fait un tour de chapeau de la bonne foi, tu sais. On va parler des Rangers, justement, des Adirondacks. Il y en a qui sont baveux en disant amène plus de stock. Il y en a d'autres, par exemple, qui ont vraiment à cœur leur travail, une vocation. Tu sais, une passion. Comme une infirmière, comme une enseignante qui en donne un petit peu plus. En fait, dans les Adirondacks, on voulait augmenter le salaire des... je vais vous un peu couper l'histoire, là, c'est un peu compliqué, là, tu sais, les histoires de syndicats et tout, mais bref, ils voulaient augmenter les salaires des Rangers. Cependant, ils ont refusé. Ils ont dit, on n'a pas besoin d'un meilleur salaire. Ce qu'on a besoin, c'est de plus de monde sur le terrain. Okay, c'est les Rangers eux-mêmes qui ont refusé l'augmentation. Exactement. Ils ont dit on veut du monde de plus. Exactement. On a besoin de plus de bras. Exact. Puis ce qui est intéressant dans l'article, ça parle du parc Yellowstone. On a tous vu des photos de Yellowstone. Il y a comme un petit bison, il y a un petit ours aussi. Le classique bison. À Yellowstone. En fait, la superficie de ce parc-là, c'est 2,2 millions d'acres. Moi, je suis pas un fermier. J'ai l'impression que c'est une unité de fermier, là, des acres. Un acre, c'est un terrain de foot. À peu près. Environ. Fait que 2,2 millions de terrains de foot et ils sont 330 employés permanents à Yellowstone. Ouais. OK? Les Adirondacks. C'est encore plus gros. Il y en a 6 millions. Donc, un petit peu moins que 3 fois plus grand. Il y a 50 employés. 50 rangers. Ouais. Donc, 50? Ouais. Donc, on peut voir, tu sais, oui, on en voit. Pour avoir fait des randonnées, on en voit quelques-uns. Surtout dans les parkings. Trailhead, c'est rare qu'on en parle. Mais ce qui se passe, croise c'est sur que les Des fois, moi ça m'est arrivé, mais ils s'en vont vers des points stratégiques. Mm-hmm. Ouais. Ils sont toujours dans les points stratégiques. Puis... Sur le sommet de Marcy. Ça, c'est les sommets de Stewart. Ouais, c'est ça. Les Rangers, mais ça doit faire sont, partie. Non, mais sûrement qu'il n'y a pas 50 Rangers. Il y en a tout le temps au lac Colden. Il y a ils ont comme un. Mais d'après moi, les sommets de Stewart, ils font aussi partie de ça. Là.
Y a-tu 50 Rangers Je pense que c'est des True Rangers. Je pense qu'il y en a juste 50. Parce que moi, à chaque fois que je check ses réseaux sociaux, j'en vois rien qu'un Ranger. Tout le temps le même. Qui a été baveux avec nous autres. Le maudit. J'ai jamais vu d'autres. Non, mais en fait, tout ça pour dire qu'ils sont understaffed. Puis, je veux dire, si mettons, tu te blesses dans Kusashraga, mettons, en Yala, ben, les chances qu'ils te retrouvent à une place pas de sel sont limitées. Ils passent pas là souvent. Exact. Donc, c'est assez libre. Puis juste pour une statistique, le fun, là, il y a 350 Search and Rescue Incidents. Donc, un incident où les Rangers vont secourir quelqu'un eux-mêmes avec leurs bras. Là, par année? Par année. C'est quasiment dans les Adirondacks. Exact. Un par jour. Ouais. Mais aussi, ce qui se passe sûrement, c'est que Yellowstone, c'est comme, ça a une grosse renommée. Oui, c'est oui. comme les gens, ils vont au parc national de Yellowstone. C'est quasiment au même niveau que Yosemite, tu sais. Fait que genre, mais les Adirondacks, des restaurants, je dirais pas que c'est moins gros, moins beau, moins tout ça, mais j'ai l'impression que ça a moins une renommée mondiale. Imagine pas dans les Adirondacks, 50 Rangers sur 6 millions. 6 millions. 6 millions, donc. De terrain de football. Ouais, c'est 6 millions de terrains de football. Si t'es dans un coin que, à part les High Peaks, il y a pas grand Ranger. À NFL sur un terrain de football. 8 ou 10, je sais pas trop. Exactement. Les Rangers ne travaillent pas tous en même temps. Il y en a peut-être la moitié en congé à chaque jour. Moi, je mets autant de refs de la NFL qu'il y a de terrain de football dans les Adis. Ça serait lourd, par exemple. C'est ça qu'on demande. Ça serait lourd. Le Leave No Trace, on oublie ça. Hein? Eux, ils te scraperaient le bois. Ouais, monsieur. Donc voilà, perdu champion. Les Rangers d'Adirondack, ça vient un peu renouer notre lien avec eux. On les aime un peu plus. Donc lâchez pas les gars, je vous souhaite d'être plus riches puis d'être plus de gars. Ça serait cool. Meilleur des deux mondes. Ça serait pas pire. Donc voilà, bonne chance. David. Ouais. Donc là, on va sauter à la chronique montagne. Raconte-nous. Ouais, on revient. En fait, raconte-nous. J'étais là. Oui, t'étais présent. Parle-nous du Sentier des Crêtes. T'es pas toujours là quand on fait des chroniques montagnes, mais celle-là, t'étais là. Fait on va en profiter. Donc, on voulait parler d'une montagne qui se fait à la fois l'été, toute saison, en fait, qui est plus près de chez nous. Si tu veux parler de ça, je vais t'en reprendre plus tard, mais vas-y. Continue ta phrase. Je vais rajouter un détail tantôt. Oh! Là, il va parler de la mode season, qu'on n'a pas le droit d'aller là, c'est ça? Non, continue. Continue. Il t'a demandé de continuer. Anyway, il va me bloquer. Tu vas-tu mettre genre un reverso ou genre une trappe comme à Ultimatum? Non, continue, tu vas voir. Ok, j'ai peur. Plus 8 cartes comme Omino. Ouais, plus 8. Non, plus 4. Anyway. Donc, c'est le Mont Offord, a.k.a. / le Sentier des Crêtes, a.k.a. / le Pic de l'Ours, a.k.a. / ce petit coin-là de la CEPAC, là, ce côté-là. Donc, c'est une belle place qu'on peut aller faire des randos, on peut aller faire de la raquette, on peut aller faire aussi de la rando l'été. Du camping. Du camping aussi. La seule chose, c'est que le Sentier des Crêtes, il est pas mal souvent fermé en hiver. En fait, je pense qu'il est tout le temps fermé en hiver. Oh! Okay. Faudrait peut-être vérifier ça. Ouais, mais il y a quand même d'autres sentiers qui est possible à l'intérieur du parc de la CEPAC. Le sentier du Ruisseau des Chênes, super beau sentier qui monte le Mont Offord par le côté de l'autoroute 10, qui va rejoindre le top du Mont Offord, puis après ça, on peut aller prendre le Sentier des Crêtes. Ouais. Ça va-tu au Pic de l'Ours? Oui. Par le Sentier des Crêtes, mais c'est comme dans l'autre sens. Exactement. Sinon, c'est l'escalier du Nord qui monte au Pic de l'Ours. Exact. Mais c'est ça, je pense, qui est fermé en hiver. Nous, on a fait ça à l'automne, dans le fond. Fin d'automne, il y a de la neige. On commençait à avoir un peu de neige. On a fait le Sentier des Crêtes, qui est, dans le fond, ça, c'est un sentier de 20,8 km. Si on fait la grosse boucle, là, qu'on va jusqu'au Mont Offord, quand fait qu'on revient, ouais, exactement, ça te donne une élévation gain de genre 920 mètres. Le Mont Offord, là, c'est 800 mètres de haut environ. Puis ça a un Google Review de 4,6 sur 5. Quand même. Donc, c'est quand même intéressant. Mais c'est quand même moins bon que de dehors. En effet, nous autres, on a 4.8. Voilà. Dans le fond, juste le dire. Ouais, on voulait juste plugger ça. Vous autres, l'avez-vous fait d'un bout à l'autre? Non, nous autres, c'est ça. Dans le fond, nous, tout ce qu'on a fait cette fois-là, c'est qu'on a fait le Pic de l'Ours. On a fait un petit out and back. Le Pic de l'Ours, si tu veux, dans le fond, tu prends le sentier comme pour faire le Sentier des Crêtes et t'arrêtes au Pic de l'Ours, qui est environ une douzaine de kilomètres, avec un elevation gain d'environ 600 mètres, excusez. Donc, tu sais, c'est une petite affaire, là. C'est pas si pire. C'est environ 800 mètres aussi. Excusez, le Mont Offord, c'est 915 mètres. C'est un petit peu plus haut. Puis c'est vraiment le fun, là. C'est une petite randonnée ça nous a pris quoi?
2-3 heures à faire ça. peu Puis près. c'était vraiment plaisant. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Puis c'est une place que je pense que très facile qu'on peut amener la famille puis tout ça. Comme Robin l'a dit, c'est l'escalier du Nord. L'escalier du Nord. Exactement. Puis quand tu montes la montagne, ben c'est ça, ils ont pris le temps de faire un escalier avec de la roche naturelle. Il est très long. Ouais, il est long, c'est vrai. À un certain point, t'es comme tabarouette. Puis il y a une autre option aussi de randonnée que moi j'ai déjà faite quand je me préparais à aller faire le tour du Mont Blanc avec mon père. Ouais. On avait monté par l'escalier du Nord, puis on a fait le sentier des Crêtes au complet. Puis on avait débouché dans la piste de ski la Grande Coulée. Ouais, On avait ouais, c'est monté une autre comme option. sur l'épaule du Mont Offord. Ouais. C'était rendu jusqu'au top. On avait redescendu par la 4 km. Puis on avait pris le sentier du Ruisseau des Chênes pour descendre jusqu'au c'est parking ça. Dans le fond, ou la savonnerie des diligences. Un affaire que j'ai remarqué qui est différent de quand on va faire des randos dans nos voisins américains du Sud, c'est que eux, ils ont genre souvent un chemin. Que comme, ben, il y en a plus qu'un, là, mais je veux dire, tu sais, c'est comme tu prends ce chemin-là, c'est une ligne droite. Tandis que nous, j'ai l'impression que c'est tout le temps un spaghetti. Un réseau. Un réseau de sentiers. Tous les petits parcs au Québec. Pourquoi tu penses que tu payes 10$ pour rentrer? 8,75. Tu fais tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiers. Puis c'est quand même relativement bien indiqué là, comparativement à ce qu'on a souvent plus bas. Fait que oui, c'est ça. C'est à ça que ça sert le 8,75. Mais oui, là, il y a énormément de possibilités quand on va dans ce parc-là. Puis en plus, c'est un parc qui est proche ben, pour les gens qui habitent à Montréal, là, nous autres. Là, donc, c'est quand même relativement le fun. Fait que c'est ça. Je voulais juste en parler un peu. Puis en fait, pour faire un peu du surf sur l'idée de notre ami qui était venu avec nous la dernière fois, Alex Haig, il a fait un article sur Espace, là, les bières et rando, quelque chose du genre. Là, je me rappelle plus du titre exact. Ben nous, après cette rando-là, on est allé à la bière à Magog. C'est quoi déjà le nom de la... Même frais? C'est la même frais Magog. Ouais. Donc on avait... La même frais, dans le fond, pas Magog. On avait... Microbrasserie, la même frais. Ouais, c'est hot. Ouais. Puis une petite soupe à l'oignon avec ça, là. C'était bien parfait. En effet. Ouais, exactement. Donc, c'était ça pour la chronique montagne. Donc, Robin, vu que c'était ta troisième apparition, mais ta première en tant que collaborateur officiel, on s'est dit, on va l'initier. Fait qu'on s'est dit, ah ouais, Robin, explique-nous, crée une chronique, puis présente-nous ça aujourd'hui. Bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler, excusez, je suis bien stressé. Là. Ah, je vois ça. Je vais vous parler de camping d'hiver aujourd'hui. Donc, moi, je commence ça cette année. J'ai décidé de m'initier au camping d'hiver, de m'équiper, puis de faire des tests pour voir qu'est-ce qu'il faut pour faire du camping d'hiver. Donc, j'ai décidé de vous parler de trucs vraiment de base, mais on va parler de l'abri, puis aussi du sleeping system. Donc, matelas de sol, sleeping bag ensemble, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, je vais commencer par l'abri. Normalement, là, les gars, nous, ce qu'on pense, le camping d'hiver, on se dit, crime, ça prend absolument une tente 4 saisons. Un igloo. Un igloo. Ouais, il y a d'autres options, là, mais la plupart du monde ne se lance pas dans la construction d'un igloo. On creuse des trous en arrière. Puis... un Quincy. Fait que là, tu me dis que le hamac, c'est pas une option. À moins que tu aies des quilts. OK. Underquilt et compagnie, mais ouais, c'est bien du trouble. Donc, le classique, l'option de base, pour quelqu'un qui veut commencer, on passe automatiquement à la tente 4 saisons. Là. La tente bien robuste, qui a pratiquement pas de filet dessus, puis qui va être beaucoup plus chaude. Puis t'as des zips en haut, si tu veux l'ouvrir ou la fermer. Ouais. Puis aussi, c'est le genre de tente, par exemple, qui coûte super cher. Il y a un gros montant d'argent là, à débourser là, pour se procurer ça. Mais c'est une tente, je pense aussi, qui est faite plus solide parce que souvent, l'hiver, il y a des bourrasques de vent. Ouais. Donc, je pense que les coutures sont faites plus solides pour justement résister à ce genre de... Les pôles qui sont faites plus solides sont plus robustes pour supporter le poids de la neige. Exact. Mais j'ai fait mes recherches, puis honnêtement, c'est pas nécessaire d'avoir une tente comme ça là, pour s'initier. Il y a beaucoup de gens qui vont faire comme notre ami Joe Explore. Lui, il est allé vraiment minimaliste. Il s'est procuré une tarp, une toile. Il a acheté ça, je pense, sur Amazon, puis boum, il s'est installé ça en forme de tente, là, avec des bâtons. Puis, donc c'est une tarp sur une tente ou c'est vraiment juste une tarp? Non, c'est juste une tarp, parce qu'en hiver, t'as pas de maringouin, donc lui, il s'est installé une tarp. S'il neige, ben, il est couvert. Puis pour le vent, il s'est fait des murs de neige autour. OK. Donc ça, c'est une option vraiment pas trop chère. Tu mets tes matelas de sol direct sur la neige, ou tu peux carrément t'amener aussi juste une petite tarp pour mettre à terre, quelque chose, une bâche bleue, là, quelque chose de vraiment cheap, juste pour être sûr que t'es pas direct dans la neige. Est-ce que niveau piquet, c'est le même piquet que l'été? Ça, je prévoyais pas en parler aujourd'hui, j'allais garder ça pour une autre capsule, mais je peux te dévoiler le punch. Les piquettes, normalement, ben, ils vont juste caler dans la neige. Là. Ouais, ça serait proche un peu. Ce que tu peux faire d'habitude, c'est ce qu'on appelle un snow anchor. Tu prends soit une branche ou un plus long piquet, puis tu fais juste enrouler ta corde après. Puis tu le lances dans la neige, puis tu l'enterres. Mais faut que tu le places de façon comme horizontale. J'ai une anecdote par rapport à ça. Ouais. C'est c'est quoi c'est en fait sur Netflix,
Il y a la nouvelle série de Bear Grylls, mais la nouvelle, ça vient l'année passée. La plus nouvelle, là, c'est celle que tu pouvais décider qu'est-ce qu'il faisait. Ouais, t'es comme là, je descends-tu, je monte, je prends-tu le chemin, ou en tout cas, tu peux choisir pour lui. Puis lui, en fait, à un certain moment, il est comme dans l'hiver, dans une montagne quelque part, puis il descend en rappel. En fait, il prend sa corde d'escalade, il l'enroule autour d'une nalgène, enterre la nalgène avec son pied, puis il descend à partir de là. Mais pour ceux qui ont l'œil aiguisé, là, regardez cette scène-là, puis vous allez voir que c'est totalement fake. Il accroche un brin quand il enterre sa nalgène, il descend, il y a 2 brins dans les mains. Vraiment, c'est incohérent, mais il dit que pour descendre une montagne, c'est legit de faire ça. Mais c'est tellement dangereux, parce que les gens vont peut-être essayer de le faire, puis vont juste... Moi, je voir que t'enterres une nalgène, puis tu fais un rappel là-dessus. Genre, dans le vide, là. À moins que mon chum se tienne à 2 pieds sa nalgène, puis même encore là, je me sentirais pas à l'aise. Tu peux le faire pour ta tente, là, mais pas pour descendre en rappel. Ben, ça, c'est sûr. OK, c'est bon. OK, on en prend. De toute façon, ta tente, t'es couché dedans. Ouais, c'est ça. Fait que ce qu'on appelle les snow anchors, ou si c'est plus de la glace, ben là, tu peux prendre comme une roche ou quelque chose, puis piquer tes piquettes dans la glace. Mais c'est toujours plus de job. Fait que l'autre option, pour les gens qui veulent pas débourser puis qui veulent s'initier, puis qui savent pas s'ils vont aimer ça le camping d'hiver, c'est d'utiliser une tente 3 saisons, là, la bonne vieille tente qu'on utilise d'habitude. C'est juste que avant de partir, il faut peut-être prendre des précautions, s'assurer qu'il va pas neiger ou qu'il n'y a pas une tempête de neige puis que la tente va pas être vraiment soumise à des charges incroyables qui est pas faite pour supporter. Ou sinon, vous allez avoir besoin de vous lever dans la nuit pour la déneiger. Fait que c'est ça le pire. Le pire qui arrive, je prends ma même tente que d'habitude. Ouais. C'est que je la déneige. Faut juste que tu sois prudent puis que tu te réveilles dans la nuit pour la déneiger. Parce que sinon, elle peut s'effondrer sur toi puis là, c'est une tragédie. On est passé vite à la tragédie. C'est une coche. C'est une tragédie. C'est juste une petite coche en dessous d'un avalanche. Ouais. C'est pas loin. Exact. Puis un autre avantage des tentes 3 saisons comparé à une tente d'hiver, c'est que ça condense pas mal moins aussi. OK. Vu que c'est tout en filet, normalement, pour avoir testé cette année à moins 15, je me ramassais à condenser vraiment beaucoup. L'humidité, tu vois les gouttes d'eau là, qui coulent sur la tente. Là. OK. Ça se ramasse sur toi. Ça tente 4 saisons. Ouais. Okay. Tente 4 saisons, que c'est ça que il y a pratiquement pas de filet. Tu peux jouer avec, là, tu peux ouvrir des zippers pour faire un peu plus de ventilation, mais ce sera jamais comme une tente 3 saisons. Par exemple, de l'ouvrir ton zipper. Non, c'est ça. Puis une tente 3 saisons à moins 15, ça se peut que t'aies plus froid. Là. Fait que faut que tu choisisses tes nuits aussi. Même chose pour la tarp, parce que tu garderas pas autant de chaleur. Fait que ça, c'était pour les abris. Ensuite, je voulais vous parler des sleeping bags. Fait que vous, les gars, avez-vous ça, des sleeping bags d'hiver? Non. Non. On est trop pauvres. Ah ouais, ça coûte... Tu peux-tu faire du multicouche, genre 3 de printemps, un dans l'autre? Hey, pis... t'arrêtes-tu de scraper sa chronique, man? Ouais, c'était ça, je m'en allais dire ça. Sérieux? Mais oui, c'est ça. C'est ça qu'ils conseillent. Selon mes recherches, ils conseillent d'utiliser une combinaison de sleeping bag. Mais rendu là, le rating du sleeping bag est pas mal dur à calculer, fait qu'il faut le tester. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dormi une fois cette année sur mon terrain, en arrière de chez nous, dans ma tente, à moins 15, puis j'ai eu chaud. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un sleeping bag 0, un sleeping rectangulaire, que j'ai mis un sleeping bag en forme de momie, qui était raté pour moins 7 degrés Celsius à l'intérieur. OK, fait que 1 moins 7 dans un 0. Ouais, les deux ensemble, là, jamais eu fret. OK. J'ai dû enlever des couches la nuit. Là. J'ai comme combine chandail à manches longues, j'étais rendu en t-shirt puis en boxer dans le sleeping tellement j'avais chaud. Un petit truc, par exemple, vérifiez que les 2 zippers soient du même côté quand vous vous couchez. Sinon, c'est bien du trouble. Je peux comprendre. Ouais. Puis ensuite, pour les matelas de sol, c'est un peu la même chose. Il existe des super matelas de sol, des down mats isolés au duvet qui vont vous coûter comme 300, 400 $. Sky's the limit. C'est ça, sky's the limit. C'est super confortable. C'est sûr que ça marche bien. Sauf que, avez-vous le budget pour ça, pour camper 2-3 fois par année l'hiver? Probablement pas. À moins que vous ayez faire une expédition, là, ça peut valoir la peine, mais c'est pour du récréatif une fois de temps en temps, oubliez ça. Fait que ce qu'ils conseillent, c'est d'utiliser une combinaison de matelas, comme pour les sleeping. On est bien amis avec le multicouche. Donc, comme première couche, qui peut être très intéressant puis vraiment pas cher, c'est d'utiliser un matelas de foam, là, style un matelas de Thermarest. Comme au Canadian Tire, ouais. Le petit matelas bleu. Là. Ouais, le bleu peut faire l'affaire. Un Thermarest Ridge Rest, un Thermarest... je me souviens pas du nom, mais lui qui est comme en forme d'accordéon. On n'a pas de sponsor, Robin, fait qu'arrête de name drop des marques. Mais si on veut si vous voulez qu'on dise votre marque, là, on est ouvert. Ouais, peut-être. Dedans.gmail.com. Big Agnès, je veux rien d'autre. Ensuite, le Big Agnès, je l'ai essayé. Un matelas un autre affaire, c'est ça, c'est les matelas qui ont de l'air dedans. Ouais. À éviter le plus possible. À moins de les gonfler avec une pompe. Parce que si on les gonfle à la bouche, il y a tout le temps l'humidité qui sort, puis cette humidité-là, à moins 15, ça gèle. Fait que le matelas, il devient froid. Fait que là, vous allez avoir froid dans le dos,
puis vous aimerez pas votre nuit. Donc, idéalement, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'était des matelas autogonflants. Oui, c'est pas mal plus lourd, mais c'est en mousse, puis vous faites juste ouvrir les valves, puis c'est pas mal plus isolé qu'un matelas gonflable. À cause qu'il y a de la mousse. Fait, au total, vous voulez avoir là, une valeur de résistance thermique assez haute quand vous dormez sur de la neige ou de la glace. Fait que c'est ça qui va vous isoler du froid. C'est écrit sur les matelas d'habitude, donc essayez de trouver une combinaison de matelas qui va avoir une cote R supérieure à 6. C'est ce que j'ai lu. Donc, pour être bien. Mais là, Robin, explique-nous, c'est quoi une cote R? Une cote R. Parce que moi, une cote R, celle au cégep. juste de celle au cégep. On peut l'appeler sinon la R-value. C'est le même que vous allez voir sur vos matelas, mais c'est vraiment juste la capacité d'un matériel à vous couper du froid. Compris. Ouais. Un peu comme de la laine isolante dans une maison. Là. Comme 1 pouce de laine isolante va avoir une cote R d'à peu près 3. Ça rentrera pas en médecine, cette laine-là. Non. Pas avec 3. Donc, pour le camping d'hiver, c'est à peu près ça qui fait le tour là, de la chronique. Je vous invite fortement à l'essayer. Dans votre cours. C'est une super bonne idée pour vrai. Quelque part que, tu sais, si ça tourne mal, tu peux rentrer quelque part. Ouais, c'est ça. Faites pas genre 20 km dans le bois pour la première fois, puis genre, bon, tu dors aujourd'hui, puis là, t'as comme ton matelas qui lâche ou whatever. En plus, à la maison, tu peux avoir ta blonde qui dit « Je te l'avais dit que c'était une mauvaise idée, ton affaire. » Ce qui est pas pire, c'est que tu peux passer toute la soirée en dedans, au chaud, puis après ça, tu sors, te coucher. Mais ça, j'ai l'impression que si tu fais ça, là, ton corps est moins habitué au froid, puis là, tu vas comme moins acclimaté, non? C'est pas si pire. Ça va. Parce que d'habitude, il faut que tu te couches puis que tu aies quand même assez chaud. Ce qui est conseillé, c'est de faire un peu de jogging sur place ou même une série de burpees, des push-ups. Ou tu pelles ton entrée. Tu pelles, ouais. Mais en camping d'hiver, tu fends du bois un peu ou tu fais des affaires comme ça juste pour avoir chaud avant de te coucher. Parce qu'après ça, une fois que tu es dans ton sleeping bag, le sleeping produit pas de chaleur, c'est toi qui produis de la chaleur. Puis elle reste. Elle reste dedans, mais il faut que tu en produises. Donc si t'es gelé puis tu grelottes en te couchant, ça marche pas. Ça marchera pas, là. Tu vas geler toute la nuit, là. Donc, faut déjà que tu te couches avec en ayant chaud pour te donner une chance. Fait que c'est à peu près ça, là, qui fait le tour de la capsule. Ben, merci. Puis là, c'est cool parce que t'es plus un invité, là. Fait que, bienvenue encore chez Dedar. Ben, je continue dans la lignée hivernale. Ouais. On parle de glace aujourd'hui. Oui, de glace, pas d'escalade, pas de patinoire. Mais en fait, c'est un peu rapport avec la patinoire. Dans les Adirondacks, le mont Colden, par exemple, tu peux faire ta randonnée, puis le sentier original fait le tour du lac. Mais l'hiver, tu dis, il est gelé, le lac m'a coupé, m'a sauvé des pas. Puis c'est vraiment plus facile parce que t'as moins de relief. Oui, c'est plat dessus. Donc tu peux passer devant la trappe d'air, la regarder à gauche. Il y a même pas mal de traces de ski de fond. Ouais. Tu les vois vraiment. Donc, tu dis, est-ce que je peux passer dessus? C'est quoi les épaisseurs de glace? En fait, pour maintenir un homme moyen, ça prend 10 cm. 4 pouces pour les plus vieux auditeurs. Là, t'es safe, tu peux aller pêcher, tu peux marcher, ski de fond, patin, ça marche. Tu sautes à 2 pieds? Moi, je le ferais pas. À 4 pouces, c'est un peu mince. C'est pas écrit. Mais écoutez, pas recommandé. Je veux dire, moi, je sauterais à 5 pouces, par exemple. À 5 pouces, c'est assez pour un VTT ou un skidoo. Peut-être tu pourrais demander au ranger. Faudrait. Lui dirait, va, essaye-les, ouais. Essaye-les voir que je te dise, je l'avais dit. Puis là... Ranger, c'est comme nos blondes, dans le fond. Bizarre. Ils sont moins cute un peu. Ouais, ça dépend. Ils sentent moins bon. Ça dépend. Ouais, puis pour une voiture, mettons, vous voulez aller à Baie-Missisquoi, pêcher à la glace, ça prend un 8 à 12 pouces. Faire de la course en glace, là. Ouais. Mettre des 8 à 12 pouces. Des tires, ouais. des pins. 8, fait que c'est un pied. Puis pour un petit pick-up, 12 à 15 pouces, t'es correct pour aller sur la glace. En haut de ça, t'es vraiment correct. Puis en bas de 4 pouces, allez-y pas. Ça peut être dangereux. Puis des fois, la glace est plus ou moins dense. Des fois, il y a comme des poches d'air. Puis là, tu peux aller voir les poissons. Finalement, là, tu passes à travers. Donc, faites attention sur la glace. Puis aussi, il faut faire attention à certaines places qu'il y a du courant. C'est sûr que c'est plus bas. Puis aussi, c'est pas toujours... Si vous avez mesuré à un endroit, ben c'est pas égal partout. Là. Exactement. Ça se peut qu'il y ait des courants à certains endroits, ça soit plus mince. Moi, je me demande comment qu'on mesure. Faut-tu que tu demandes à quelqu'un? Ou comment tu te risques à mesurer ça? Moi, je mesure pas. Je check s'il y a des traces. Puis si tu vois des traces puis un trou, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est tombé, vas-y pas. Mais si tu vois juste des traces qui ont l'air de sortir, t'es correct. Non, mais plus sérieusement, faut faire un trou dans la glace puis prendre un échantillon là, qui a un tape à mesurer.
Moi, je demande tout le temps à un pêcheur, là, parce qu'ils font des trous puis ils checkent. C'est ça. Mais il faut faire attention aussi parce qu'il y a des pêcheurs qui sont un peu... Redneck. Téméraire. Ouais, exact. Qui font pas nécessairement leur vérification d'usage puis qui se mettent dans des positions dangereuses. Là. Je pense qu'une année sur 5, il y a un article dans le journal local là, que ceux qui louent des cabanes sur la glace sont comme toutes dans le fond de l'eau parce qu'ils se sont fait fourrer. Moi, je vais mettre ma cabane ici. Puis je l'enlèverai pas avant le mois de mars. Là, ils se font avoir un peu. Ouais. J'aimerais aussi rajouter à ce que David disait tantôt là, par rapport au danger, là, des fois, quand on est sur la glace, là, les endroits à éviter. Une autre affaire à éviter, c'est où que les ruisseaux se jettent dans un lac, exemple. Ouais. Il y a tout le temps un peu plus de courant, mais on voit là, la glace n'est pas stable dans ces endroits-là. Ouais, exact. Fait que passez plus au large là, quand vous arrivez où qu'un ruisseau débouche dans le lac. Donc, c'était la chronique éducation, glace. Merci tout le monde pour les commentaires. Je pense que c'est un bel échange. David, on va continuer avec la question du web parce qu'on a bien des fans. Ouais. On a de la difficulté à répondre à tout le monde. Mais celle-là, c'est pas une question qui nous a été envoyée, mais c'est une question que j'ai vue sur Internet puis je la trouvais bien drôle. On n'en reçoit pas de questions. Je la trouvais intéressante. Non, on n'en reçoit pas de questions que vous attendez. Anyway. Donc, la question, ça va comme suit. Gants ou mitaines? Là, tout de suite, j'ai fait « beaucoup d'informations dans cette question. » Donc, je voulais juste débattre avec vous de ça. Toi, Flamand, t'es-tu un gant de gars ou un gant de mitaine? Un gant de gars? Un gars de gants? Un gant de gars. Moi, je suis comme crampon raquette. Je dis d'emmener les deux. Non, c'est pas vrai. En fait, moi... c'est une bonne réponse aussi. Moi, je mets les deux. J'ai chaud aux mains, puis je me fais un point d'honneur de jamais mettre de gants. De neige, mon char, pas de gants. On dépasse le moins 10, moins 15. Ouais, là, puis qu'il y a du vent, puis qu'il peut perdre ses doigts. Là, tu vas te ramasser avec la maladie des mains blanches, être tout le temps dehors au fret, pas de gants. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais pompiste, puis là, je mettais pas de gants. C'est mon honneur, j'étais comme, cet hiver 2010, pas de gants. Fait que j'essaie d'avoir les mains tough. Cependant, souvent, je mets juste mon petit liner qui va en dedans de mes gants. Ouais. Je finis tout le temps avec ça, puis mes épaules. Puis c'est suffisant, sauf au repos. Quand on est au top, mettons de white face, puis il y a du vent, tu manges ta sandwich, une bonne paire de gants ou de mitaines. Là. Parce qu'en fait, moi, je suis gant, parce que c'est ça que j'achète. Parce que les fois que j'en mets, je veux quand même conserver ma dextérité. Puis je suis pas quelqu'un qui est porté à avoir froid. Fait que j'ai des gants. Mais sinon, j'essaie d'en mettre le moins possible pour une raison obscure. Mais en fait, c'est pas une raison obscure. Je suis au secondaire. Puis là, il y avait eu un conférencier, souvent des conférenciers secondaires qui avaient monté l'Everest, puis il disait, moi, là, pas que je l'ai des mains sur l'Everest, je mets jamais de gants chez nous au Québec, puis quand j'arrive là-bas, je mets un gant tout le temps chaud aux mains, j'étais comme, c'est vraiment une bonne idée. C'est juste la seule raison. Résistance. Exact. Ouais. Exact. Fait que, voilà, je mets le moins de gants possible, mais quand j'en mets, c'est des gants, c'est pas des mitaines. Je suis pas porté à avoir des mitaines. Mais t'en as pas peut-être des mitaines aussi? Ben je veux dire. J'avais vu qu'une paire de mitaines. Pour faire du ski, là, alpin. Quand il fait froid et que tu bouges pas. Des gants. Des gants? Moi, je mets des gants. J'ai des gants, là, des gants doublés, de ski en cuir, là, des hauts clairs. Je mets ça. OK. Mais pas de mitaines. Le seul gars, tu mettras un beep au montant. Le seul gars que je connais qui met des mitaines, c'est mon père quand il fait du skidoo. Ouais, mais en skidoo, tu bouges pas en tout. Mais il est pas bien chauffant. Exact. Oh mon Dieu. Il est bien, lui. Donc, c'est ça ma réponse. C'est un peu vague, là, mais ça m'appartient. Tu sais, ça dépend toujours des gants. Tu vas avoir une meilleure dextérité, mais il va faire un petit peu plus froid. Ouais. Après ça, des mitaines, ça dépend toujours des gens. Il y a des gens qui ont extrêmement froid aux mains en permanence. Donc, ils ont besoin que tous leurs doigts sont collés. Fait que comme ça, ils peuvent transférer leur chaleur un à l'autre. Puis comme Flamand a dit, moi, en montant, c'est des petits gants vraiment légers parce qu'en bougeant, même chose pour moi aussi. Ça. Puis rendu au sommet, ben là, je mets mes grosses mitaines ou mes gros gants juste pour dire je vais pas perdre ma chaleur à travers mes mains parce que souvent, même quand je mets mes gros gants, là, quand je repars, j'ai les mains gelées bien raides. Juste à cause que ça a pogné l'humidité, tout ça. Tu te suais un peu. C'est vraiment juste une question de qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? C'est sûr que cheap pour cheap, là. Mettons, la moins chère mitaine puis moins cher gant. C'est sûr que la mitaine est moins chère parce que les doigts sont collés, comme tu dis. Exact. Mais un excellent gant puis une mitaine ordinaire, peut-être que là, ça aura le même sentiment de chaleur. Puis toi, Robin? Moi, j'aime ça quand même, les mitaines, mais quand il va faire bien froid, par exemple, sur le top d'une montagne, dans la zone alpine, j'ai des mitaines, mais c'est pas des immenses mitaines que je vais mettre. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes petits gants avec lesquels que je marche en dessous. Comme ça, si j'ai arrêté, mettons, à faire un ajustement sur mon sac à dos ou quelque chose qui me demande de la dextérité, j'ai des gants en dessous. Fait que je me gèle pas les mains, là. Puis... Fait qu'il n'y a pas de bonne réponse, finalement. Aucune bonne réponse. C'est pour ça que je trouvais que cette question-là était beau pour des débats. C'est ça, tout le monde gagne. On est comme à l'école. Tout le monde est heureux. C'est bon. Ben, on aurait aimé ça vous aider plus que ça. Fait que, dans le fond, fiez-vous à vos essais-erreurs. Faites vos tests. David,
David, en fait, là, c'est ta chronique annonce louche. La chronique annonce louche sur le groupe Vente et achat de matériel de plein air. Donc, cette semaine, on a vraiment un joyau. C'est une cuiseur Harry Black & Decker. Wow. 6 en 1. 6? Donc là, moi, j'étais comme 6 en 1. Je sais même pas c'est quoi les 6 fonctions qu'un cuiseur de riz peut avoir, mais je trouvais ça, je me disais, c'est quand même intéressant. 6 sortes de riz? Non, je sais pas, jasmin, asushi, basmati, long grain, riz sauvage, riz brun, et voilà, 6 sortes de riz. La boîte est ouverte, par exemple. Oh. Le gars, il vend ça 30$. Là, j'ai aucune idée c'est quoi le retail price de ça. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que ça serait un bon article de vente et achat matériel de plein air pour toi, Flamand? Ben, en fait, ça peut être utile dans le bois. En fait, non, oui. C'est super bon de plein air parce que si on fait le conseil, Robin, d'essayer ton camping d'extérieur à l'air chez vous, t'as accès à une prise électrique. Tu vas te faire un petit riz sur le side. C'est ça que ton extension, assis dans ta tente, dans ton vestibule avec ton cuiseur à riz. Donc ça vient d'un certain dénommé Gaétan. Donc voilà, c'était le cuiseur à riz pour l'annonce louche. Ben, en fait, ça peut être un item d'extérieur, David. Ça dépend de la sorte de riz. Tu fais du riz sauvage. Le riz sauvage, là, c'est idéal pour ça. Exactement. Un riz des montagnes. Un riz des montagnes. Un riz montagnard. Donc, on va encore conclure l'épisode avec la chronique philosophie. Ouais. David, c'est une citation de qui cette semaine? De Peter Ferdinand Drucker. C'est qui ce gars-là? C'est un autre là, qui vit dans les années 1900, qui a genre 10 millions de jobs. Là. Il est professeur, consultant américain en management d'entreprise, auteur, théoricien, tout ça. Là. Physicien, docteur, avocat, géomètre. Peut-être pas les derniers, gynécologue. Astronaute. Ouais. OK, donc voilà, qu'est-ce qu'il a dit notre ami Pete? Les gens qui prennent pas de risques, généralement, vont faire 2 grosses erreurs par année. Puis les gens qui prennent des risques, généralement, vont faire 2 grosses erreurs par année. Donc voilà, ça vaut-tu la peine de faire des risques? Vas-tu te mettre plus dans la misère? Non, mais c'est pas nécessairement de prendre des risques, mais c'est juste, ayez pas peur de sortir de chez vous. Exact. Ayez pas peur de sortir de votre confort de la maison. Allez essayer des affaires. Tu vas pas plus te tromper. Exactement. Donc merci, Peter, grand homme d'Autriche. Un grand Autrichien. Donc voilà, ça fait le tour pour cette semaine. Je rappelle, bienvenue avec nous, Robin. Tu vas venir faire des chroniques récurrentes. Là. C'était le camping d'hiver chaud. Tu as plein de choses à partager. Ouais, j'ai d'autres idées. Là. On te connaît surtout pour ton stock de physio. Mais je pense qu'ici, avec la plateforme, tu vas pouvoir explorer d'autres choses, récupérer ton vieux stock, mais surtout d'amener du nouveau. Ouais, si jamais les gens ont des questions à propos des blessures de randonnée, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ouais, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont récurrentes. C'est toujours les mêmes. Envoyez toujours une vidéo aussi montrant où est-ce que vous avez mal avec votre cellulaire. Là. Ouais, une photo. Vraiment intéressant. Puis Robin va faire un traitement virtuel. Ouais. Donc, puis ça va être un virement Interac à $gmail.com. Donc, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous suivre. Laissez-nous un commentaire ou un review. C'est toujours apprécié. Surtout un review. Puis les gens qui nous donnent un review, on en parle dans la chronique Revue Cool. Ouais. Donc, si vous voulez que votre nom soit dans une émission, un podcast qui a eu 25 000 écoutes depuis sa création. C'est pas rien, ça. Un quart de 100 000. Là. Donc, voilà. Si on avait une pièce de chacun, Dave, on aurait toi et deux du beau gear. Puis Robin, il vient d'arriver, il n'y a rien. Lui, il est stagiaire, on profite de lui. J'ai déjà tout mon gear. Ah, c'est ça. Moi, je pense qu'on va l'appeler le stagiaire. Ah, c'est maintenant le stagiaire. Ah ouais, fait que là, j'étais en stage. Ouais. Jusqu'à quand? Ah, durée indéterminée. Donc, voilà. Fait que vous pouvez nous suivre sur Spotify, iTunes, plein de plateformes là. Stitcher, Google Play, Castbox, peu importe ce que vous voulez. Êtes-vous sur Balado? Oui. On est sur Balado Québec, oui. Oui, la plateforme de podcast québécois. On est sur Réseau également, une autre plateforme de Québec. On est vraiment partout. Je pense que si tu as une plateforme de podcast qu'on n'est pas dessus, dis-nous-les, puis on va aller se mettre dessus. On va s'organiser pour être là. Puis surtout, le plus important, c'est de parler de nous à vos amis. Ouais. Clavier à yeux. Bouche à oreille. Ouais, donc, très important. Le podcast. Faites du porte-à-porte aussi. Du porte-à-porte. Soyez nos apôtres. Exact. Répandez la bonne nouvelle de dehors. Merci d'avoir été là. Ah, et puis, by the way, je pense qu'il y a de quoi qui va être le fun à souligner. On a commencé à... En fait, David, c'est le créateur. Moi, je suis peut-être un peu plus dans les idées, puis on s'échange ça ensemble. On met des petites images drôles, puis je pense que ça pogne. Ouais, je pense que les gens aiment ça. Taguez vos amis, c'est toujours le fun. Nous, on est bien contents de voir que les gens apprécient puis que ça les fait rire. On se sent...
C'est ça le fun, parce que souvent, on mettait des photos des belles photos. Des belles photos de paysages. C'est le fun, mais il n'y avait pas vraiment d'interaction. Mais là, on dirait que vu qu'on fait un produit plus humoristique, les gens, ils s'impliquent plus. Ils mettent des commentaires, taguent leurs amis, plein de choses comme ça. Donc, allez suivre ça, l'album de Dehors Memes, sur la page Facebook, également sur l'Instagram. Ouais. Mais il y a certains memes qui se mettent moins bien sur Instagram vu leur format. Donc, il y en a plus sur Facebook que sur Instagram. Mais on va quand même se faire un devoir de vous tenir divertis entre les épisodes avec des photos drôles au gré de nos inspirations. Ouais. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Yes. Donc, on se voit où, David? On se voit dehors. Dehors, merci beaucoup. Salut tout le monde!